Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séance de l'Unipop Histoire. Nous sommes encore ce soir dans le format Unipop de ville en ville, donc nous sommes en direct. Alors, Olivier Loup, vous le connaissez, je parle en particulier pour les Pessaquais, puisqu'il est venu à de nombreuses reprises, notamment au Festival du film d'histoire, où il a participé à des débats, bien sûr, des débats sur l'éducation, des débats sur le Festival de Cannes. Il a participé à des jurys. Il a reçu le prix du livre d'histoire du cinéma, justement pour son livre consacré à l'histoire de la première édition manquée du Festival de Cannes. En Cannes 1939, le festival qui n'a pas eu lieu. Et puis, bien sûr, donc Olivier Loup, c'est un historien contemporanéiste, voilà, qui enseigne en classe prépa au lycée Saint-Cernin à Toulouse, qui est spécialiste de l'histoire de la nation, de l'éducation, de la politique, en particulier et essentiellement, on va dire, en France, qui a publié notamment L'école, l'identité, la nation, histoire d'un entre-deux-France 1914-1940 chez Belin en 2017, et le livre sera proposé tout à l'heure par la librairie Encre Blanche. Et puis, tu as également publié Jean Zay, l'inconnu de la République, donc aux éditions Collin, en 2012. Et puis, tu as préparé, avec Pierre Allaurent, la réédition d'un ensemble de textes de Jean Zay, donc rassemblés sous le titre Jeunesse de la République, collection bouquins, édition Robert Laffont, qui sera proposé tout à l'heure à la vente également. Donc, merci beaucoup, parce que, évidemment, le film de ce soir, c'est Louise Violet, que nous proposons en avant-première, et donc le film d'Éric Besnard sortira le 6 novembre, et il s'agit d'un sujet en or pour toi, si j'ose dire, puisqu'il s'agit de la naissance de l'école républicaine en France. Voilà, sujet de prédilection, et tu vas nous raconter cet étonnant récit. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Merci à toutes et à tous. Commencer par dire d'abord tout le plaisir qu'il y a à venir à Pessac à chaque fois. Et j'ai la chance d'être un invité ami, je vais m'autoriser du fait d'être un ami à la fois du cinéma, mais aussi de l'Unipop, puisque c'est la 3e fois que j'interviendrai devant vous. Et c'est un vrai plaisir. Pourquoi ? D'abord, regardez-vous. Enfin, je veux dire, c'est très impressionnant. Je suis conférencier, vous l'imaginez, j'ai un peu blanchi sous le harnois, et je vois même pas les autres cinémas. C'est incroyable ce que a réussi François Aimé et son équipe, Bruno Schauer, que je vois là aussi et que je remercie. Donc c'est toujours un énorme plaisir de venir ici parce qu'on a l'impression, la certitude et à la fin de la séance, la réalité, que l'histoire est vivante et qu'elle peut être dite, qu'elle peut être pensée et réfléchie ensemble. Parce que plutôt que vous raconter la naissance de l'école républicaine, moi ce que je veux faire avec vous, c'est essayer de réfléchir à la suite de pas mal de travaux, les miens, mais ceux d'autres, on va en parler, à ce que, justement, cette naissance est une naissance plurielle. Aussi plurielle, regardez l'image, que ce qui est écrit, école communale Jules Ferry, au pluriel. C'est au pluriel parce qu'il y a, effectivement... Alors, est-ce que c'est... Voilà. Ah, voilà, c'est pour ça qu'il faut que j'avance avec vous. Au pluriel parce que, bien entendu, il y a certainement l'école des filles et des garçons, certainement, on n'en sait rien, mais en tout cas le nom c'est bien Jules Ferry, et pourtant le cliché est de 1934, et ça va nous permettre de réfléchir à ce que signifie la naissance de l'école républicaine des origines à nos jours. Ne serait-ce que cette appellation des origines à nos jours, dans les programmes on la doit plutôt à Victor Duruy qu'à Jules Ferry. C'est-à-dire qu'en fait il y a avant la naissance républicaine de l'école française telle qu'on la porte pour Jules Ferry, il y a des pionniers, ou en tout cas des gens qui ont pensé l'idée qu'il fallait, parce que c'était plus démocratique, faire l'histoire de France jusqu'à nos jours. Et jusqu'à nos jours signifiait jusqu'à former des petits citoyens. D'accord, on est sous Napoléon III, on est en 1868, donc ça se connecte bizarrement pour nous. Et c'est ça qu'on va essayer de voir. Quel sujet plus adapté que celui-ci, dans ce lieu-ci, en avant-première de ce film-là ? Quel formidable lieu partagé que l'école républicaine. Oui, mais justement, c'est un formidable lieu commun. Et il va falloir un peu traverser certaines de ces constructions légendaires. Mais ce n'est pas parce qu'il s'agit de mythes, l'école républicaine de Jules Ferry, que c'est faux. On sait depuis Paul Veyne au moins que les mythes ont leur vie propre, qui ne disent pas forcément que la fiction. Parce qu'on a tous été des élèves, des parents d'élèves souvent, des professeurs parfois, et ici je pense un certain nombre, on sait, avec tous les guillemets possibles, ce qu'est l'école républicaine.
On en connaît le récit de fondation, au risque de laisser le mythe écrire la légende de la naissance, de notre naissance commune. C'est ça la difficulté et le plaisir de cet objet historique, c'est qu'on y va à la recherche de notre naissance commune. Qu'on ait été élève, parents d'élèves, professeurs, voire même, je sais qu'il y en a dans les salles ici, personnel de direction, par exemple, celle qui fut ma proviseur au lycée public Saint-Cernin de Toulouse il y a peu. J'en profite aussi pour dire bonjour à ceux de l'Union où je vis et à ceux de Fumel où j'ai enseigné. Voilà. C'est un patrimoine commun. L'école républicaine, elle nous traverse et nous l'avons souvent traversée. Or, depuis Sylvain Venère, historien du XIXe siècle, on sait que faire le récit des origines, évidemment, c'est faire le récit de l'identité commune. Parce qu'au fond, l'identité, selon la belle formule de Mona Ozouf, c'est le récit que nous faisons de nos appartenances. Et dans ces appartenances, l'école républicaine, évidemment, est là pour dire aussi la République. Alors, tout démarre avec Ferry, et nécessairement tout y retourne. Ça, c'est le légendaire. C'est pas faux, mais on va voir de plus près. Pourquoi ? D'abord, il n'est pas besoin de renverser complètement le pupitre. Bien entendu, il s'est passé quelque chose dans les années 1880, on attaquera par ça. Il s'est passé beaucoup de choses, et cela reste le fondement de notre école républicaine. Mais l'école républicaine n'a pas une seule naissance. Si on devait la comparer dans la mythologie à une personnalité divine, ce serait plutôt Dionysos, vous savez, le deux fois né. Celui qui est revenu, alors par la cuisse de son père, d'accord, et là, on ne fera pas ce type d'anatomie des origines, mais quand même, il y a l'occasion de dire deux fois né. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on emploie le terme d'école républicaine, en 2024, on attribue souvent à Jules Ferry, et à l'âge et à la génération de Jules Ferry, des choses qui ne datent pas de ce temps-là, qui sont parfois légèrement avant, mais souvent plutôt de la génération, évidemment, que je connais bien, qui est celle de Jean Zay. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, qui dit école républicaine nécessite d'abord de poser ce que fut, et même si c'est rapidement, ce que fut la République. Si on prend le nombre qui lui est accolé, on a 5 républiques en France. De fait, ça, c'est juste un comptage constitutionnel. Lorsqu'on va y voir de plus près, et si on attribue spécificité française, on pourra en reparler, à la République la notion, ou plus exactement le projet de l'égalité des droits, c'est pas la même chose aux États-Unis que ce terme de République va recouvrir. Pourquoi ? Parce que la République en France, c'est le projet second de la Révolution. C'est pas le projet premier. Le projet premier est bien autour de la démocratie fondée avec une monarchie constitutionnelle. Et il a fallu que cette monarchie démontre, ou semble démontrer, choisissez, républicain, qu'elle n'accomplissait pas le projet de 89 au sens de l'égalité des droits des hommes et des femmes qui naissent et demeurent libres et égaux en droit pour qu'un projet républicain puisse voir le jour. Donc historiquement, la République en France, c'est le projet de la réalisation de l'égalité des droits. Non pas des droits égaux au sens où il y aurait égalité des parcours et des situations, mais de l'égalité d'accession possible à ces droits et de la diffusion de ces droits. Or, à cette aune-là, et c'est une mesure profondément républicaine, il y a eu au moins 2 républiques qui se sont succédées depuis la première jusqu'à la 5e qui est la nôtre. Une première république, et c'est celle de la génération Ferry, qui est une république pour laquelle c'est l'égalité des droits politiques qui est le moteur. Et c'est une école extrêmement politique que l'école de Jules Ferry. On va y revenir. C'est une école qui cherche à former des petits républicains dans une France qui ne l'est pas forcément, ni partout, ni forcément en majorité. Elle est donc très politique, mais elle combat pour l'égalité des droits politiques, alors qu'après la Première Guerre mondiale, et jusqu'à nos jours, peut-être, en tout cas, c'est une école qui combat, elle, et qui a pris conscience qu'il n'y a pas de réalisation d'une démocratie, y compris libérale, sans que cette démocratie ne soit aussi une lutte, un combat, une tension vers l'égalité des droits sociaux. Ça donne d'ailleurs, dans notre Constitution de 1958, 2 textes, et 2 seulement, qui datent d'avant 58, et qui sont tout autant constitutionnels que ceux rédigés par l'équipe de Michel Debré. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, la Charte qui sera ensuite reprise par les Républicains pour la transformer en réalité comme étant celle de l'égalité des droits politiques, et puis le préambule de la Constitution de 1948, parce que là, il s'agit de définir ce que sont
et ce que pourraient être des droits sociaux, éducation, logement, travail, santé, qui sont pas moins la charte de la République telle qu'elle existe. Donc, le S n'est pas simplement celui des écoles communales, il est aussi celui de l'école commune, au sens du commun, de la fabrique du commun. L'école a pour vocation de fabriquer du commun. Eh bien, il y a eu au moins 2 républiques. Est-ce qu'on peut parler de 2 générations d'écoles républicaines? C'est le projet et l'enjeu de cet exposé que je vais réaliser avec vous, devant vous. Donc faire le portrait de la naissance de l'école républicaine, c'est se demander jusqu'où on peut parler de 2 écoles républicaines qui seraient à la fois successives et complémentaires. D'abord, dire aussi que lorsqu'on parle d'école républicaine, on fait comme si était résolu le mot d'école. Vous voyez, je viens de m'occuper de... Je suis professeur de Cagnes, vous le sentez. Je me suis occupé de République, maintenant je m'occupe d'école. On définit, on pose les choses. Or, l'école n'est pas forcément l'école primaire. Sauf que, pour la génération Ferry, il y a bien une école qui prime, parce que c'est l'école par laquelle passent tous les petits Français, c'est l'école primaire. Bien entendu, il y a des lois, et parmi celles-ci, des lois importantes, comme en 1880, la loi Camissé pour l'enseignement des jeunes filles, la création des lycées publics de jeunes filles en France, mais l'essentiel de l'effort de la génération Ferry est tourné vers la fabrique de l'égalité des droits politiques par l'école primaire. Ce n'est pas le seul rôle, mais c'est quand même le rôle central, le rôle moteur. D'ailleurs, pour le seconder, il y aura un homme qui va rester pendant 17 ans un directeur au ministère de l'enseignement primaire, qui s'appelle Ferdinand Buisson, dont le rôle est fondamental, y compris dans le fait d'avoir dirigé un dictionnaire de pédagogie qui est resté une forme de Bible de cette école primaire de l'âge de Ferry. Je me suis fait un serment, entre toutes les nécessités du temps présent, entre tous les problèmes, j'en choisirai un auquel je consacrerai tout ce que j'ai d'intelligence, tout ce que j'ai d'âme, de cœur, de puissance physique et morale, c'est le problème de l'éducation du peuple. Avec l'inégalité d'éducation, je vous défie jamais d'avoir l'égalité des droits. Non l'égalité théorique, mais l'égalité réelle. Jules Ferry qui parle comme Karl Marx. L'égalité réelle, c'est quelque chose qui est un vocabulaire qu'on pourrait attribuer au socialisme marxiste. Évidemment, Jules Ferry est un libéral, et profondément libéral, mais il n'est pas modérément républicain. C'est la formule qu'emploient les opportunistes, sa famille politique des tout premiers républicains. Il n'est pas modérément républicain, et regardez, alors j'ai évidemment choisi ce texte, ça vient corroborer mon propos, mais il s'agit bien, lorsqu'on parle de république et d'école républicaine, de travailler à l'égalité réelle des droits. Il n'ajoute rien, parce qu'à l'époque, ça veut dire droit politique. Il n'est pas besoin de rajouter un adjectif, de la même façon qu'à contrario, et pour vous dire l'écart qu'il y a parfois entre les codes culturels de ces premiers tertiaux républicains et nous, lorsque nous disons démocratisation, pour nous, c'est social. Ça n'est plus politique lorsqu'on parle de démocratisation. Alors qu'en fait, l'école communale, l'école primaire, l'école républicaine de Jules Ferry, c'est l'école de la démocratisation politique des petits Français et des petites Françaises. Alors, j'ai choisi 2 extraits qui appartiennent au livre d'Yves Goulipeau, qui s'appelle « La France à l'école », qui était chez Gallimard, dans la petite collection Découverte, pleine d'illustrations. Pour poser le propos, une fois ce propos posé, voir qu'il y a des fondations que nous connaissons presque tous, on pourrait s'en souvenir, avec ce Jules Ferry dessiné, c'est un élément un peu plus rare, nous avons les grandes dates. Et parmi ces grandes dates, ces dates de fondation, on retient habituellement une triade, qui est la triade gratuité, obligation, laïcité. Alors, selon la lecture que l'on a de l'œuvre de Jules Ferry, on peut choisir de faire de l'un des 3 termes la puissance motrice de ce qu'est et de ce que reste la fondation de l'école républicaine de la génération de Jules Ferry, celle qui construit par l'école, la volonté en tout cas, qui essaie de construire une égalité des droits politiques et de la diffuser. Si vous choisissez effectivement de partir de la gratuité, on comprend bien que là, il y a un choix qui est très peu libéral, au fond.
La génération des républicains opportunistes est une génération, je l'ai dit depuis le début, qui est libérale. Au fond, elle insiste bien sur le fait que dans le drapeau bleu, blanc, rouge, la République, elle ne doit être ni blanche, donc elle est contre la monarchie, le monarchisme, ni rouge, contre la Révolution et contre la sociale. Les expériences de 48 sont un peu là, mais celles de 71, surtout de la Commune, sont vibrantes, sont présentes. Et la stabilisation de se faire dans une sorte de centre. Si Pierre Cernat, mon camarade et collègue d'Orléans, professeur d'histoire de la Révolution française à la Sorbonne, était là, il pourrait parler déjà d'un extrême centre. Ça n'est pas complètement sûr. Ce qui est certain, c'est que l'obligation n'est pas un projet libéral. L'idée, c'est effectivement que tous les élèves de 6 à 13 ans révolus passent et soient devant un maître ou une maîtresse. Et le combat n'est pas gagné. D'ailleurs, il ne sera pleinement et complètement gagné que, nous disent les meilleurs spécialistes de l'entre-deux-guerres, vers 1932, quand il y aura une obligation, par ailleurs, de présence des élèves liée aux allocations dévolues aux familles. Et là, ce sera la fin du terminus d'une pleine obligation. Pourquoi ? Parce qu'il y a des réalités de travail, tout bêtement, des familles, rurales en particulier, et le fait que l'été s'allonge du temps des récoltes, et que le temps des récoltes n'est pas un temps où on va à l'école. À l'école, on construit les récoltes futures, mais lorsqu'il s'agit de les ramasser, il faut être au champ avec ses parents. Vous le savez, la France est restée jusqu'au recensement de 1931 plus rurale qu'urbaine, et donc il y a là des pesanteurs sociologiques très fortes. Il n'empêche, ce terme d'obligation est quand même celui d'un projet politique fondé et qui est fort. Deuxième terme, celui-là pourrait être probablement, le thème de gratuité, plus fort encore, celui d'obligation, parce que c'est parce qu'il y a obligation aussi qu'il y a laïcité. C'est à la fois bien connu, mais il ne faut jamais cesser de le répéter. L'école communale est une école commune parce qu'elle permet à tout le monde de venir. Et pour que tout le monde puisse y venir, il ne faut pas qu'il y ait des particularismes divers et variés de croyances qui sont tout à fait légitimes. Vous le savez, je vais répéter des choses très connue. L'école de Jules Ferry, elle n'est pas anti-religieuse, loin de là. Il y a toute une série de personnages qui participent à sa construction, qui eux-mêmes sont des croyants, des pratiquants, etc. Mais pas dans le cadre de l'école elle-même. Et donc la laïcité est indispensable, à la fois des locaux, mais aussi des maîtres progressivement. Puisque cette grande vague de lois qui démarre en 79 ne se finit pas en 83 pour Ferry, oui, mais on peut aller jusqu'en 1886 avec la loi Goblet qui, elle, laïcise le corps enseignant de l'enseignement public. Et il faudra attendre encore la séparation pour que cette fois-ci le corps enseignant de tout ce qui est public s'attaque aussi à l'enseignement congréganiste par des congréganistes. Ça, c'est la base. Or, cette base, cette réflexion de la laïcité formant l'école républicaine en étant un des cœurs, avec l'obligation et la gratuité, jusqu'à nos jours, rejoue cette thématique, ou peut rejouer, et qu'on voit que ça implique des politiques jusqu'à nos jours. Or, ce qui est très intéressant, c'est que c'est en 5 ans seulement que s'effectue cette œuvre législative, et puis que c'est une œuvre législative qui apparaît aux Républicains comme indispensable à effectuer très vite, très tôt. 79, c'est le moment où la République est enfin stable, plus exactement victorieuse à la Chambre, et 5 ans plus tard, l'essentiel du projet et du programme est en place sous la forme de loi. Or, c'est très important parce que la France, depuis la Révolution française, deuxième intérêt aussi dans ses fondations, est un pays légicentré. C'est-à-dire que la solution par la loi, c'est ce qui a remplacé la solution par le roi. La solution par la loi, elle est nationale, parce que c'est la souveraineté nationale qui approuve la loi. Donc, à ce moment-là, le côté sacré, Mona Ozouf parle d'un transfert de sacralité du roi vers la loi, s'applique. C'est une des raisons pour laquelle, alors jusqu'à quand, et est-ce que c'est dans tous les domaines, il y a en France donc un légicentrisme très fort, qui fait que la solution par les décisions de juges est toujours un peu plus compliquée pour obtenir un assentiment social large. En tout cas, ce socle étant posé, il faut remarquer que ce qui n'y est pas là, c'est le budget que ça signifie. En fait, on le sait tous quand on circule non seulement dans les villes, mais aussi dans les territoires les plus divers, on va trouver une école communale datant de
Jules Ferry, ou plus exactement, datant de cette période de la fin du 19e siècle. Et des années 1880, fortement. En effet, on estime qu'il y a 20 000 écoles, hein. Non pas qui sont construites, mais qui sont construites ou appropriées par l'État à ce moment-là, puisqu'il y a une bascule qui s'effectue aussi, hein. La bascule, c'est que jusqu'à présent, c'était les municipalités qui contrôlaient pleinement tout ce qui était à la fois des bâtiments, des maîtres, etc. Elles vont garder le fait d'entretenir les bâtiments, bien entendu, mais il va y avoir des injonctions et des crédits et des lignes de crédit seront ouvertes pour qu'elles puissent construire. Et je répète, c'est à peu près 20 000. Alors, un blanc manteau d'école communale, hein, vient couvrir la France républicaine. C'est un des signes d'une sorte de maillage qui est très fort et qui est finalement un accomplissement. On va y venir tout à l'heure. Alors, cet effort est un effort budgétaire, mais pas que de l'État, aussi des collectivités locales. Mais en revanche, ce que fait l'État, c'est quelque chose qui, pour un libéral, et je reviens sur ça, parce qu'en économie, Jules Ferry est véritablement quelqu'un qui soutient, hein, tous les thèmes et toutes les thèses libérales du 19e siècle, mais c'est quand même quelqu'un qui va encourager le fait d'avoir désormais un corps de fonctionnaires publics, hommes et femmes. Et créer des fonctionnaires lorsqu'on est dans une logique d'un État qui doit être un État gendarme, etc., ça signifie que l'école républicaine de Jules Ferry, c'est un projet politique extrêmement puissant. Si on va jusqu'à y compris à fabriquer des lignes de crédit, à créer un corps de fonctionnaires, c'est-à-dire de fonctions d'État, hein, cette fois-ci, alors que jusqu'à présent, il y avait depuis Guizot un minimum vital, mais très très faible, de 200 francs, monté sous le Second Empire autour de 600. Enfin, c'est 3 fois rien, hein, franchement. Et que c'était les parents, la rétribution paternelle qui finançait la plupart des maîtres d'école et des maîtresses d'école. Ce qui explique aussi que le recours à un personnel qui n'a pas besoin d'être payé, le personnel congréganiste, hein, est quelque chose de formidablement puissant. Hein. Évidemment, la fonction publique d'enseignement est accomplie par des gens qui ne coûtent pas, hein, aux budgets municipaux ou aux budgets nationaux. Et là, décider de créer, c'est un volontarisme politique qui fait que, je le redis, hein, l'école de Jules Ferry, l'école républicaine, c'est une école puissamment politique, hein, et qui est le fruit d'un volontarisme politique. Pour autant, c'est aussi un aboutissement. Et c'est un dépassement républicain de tout un effort scolaire libéral préalable. Et pour ça, je voulais faire un rapproché sur 2 livres, à propos de 2 livres. Le premier, c'est Mon village, ses hommes, ses routes, son école, de Roger Tabot. Roger Tabot, c'est justement un enfant de l'école républicaine qui est passé ensuite par l'école primaire supérieure, puis par l'école normale primaire supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. Saint-Cloud, pardon, c'est un garçon, donc à Saint-Cloud, et qui ensuite a fini sa carrière comme inspecteur général. Oui, le parcours d'endogamie totale presque, hein, la logique ou l'idéal dont on sait qu'il est réservé à un petit nombre, mais qui a existé et qui est réel. Or, ce que Tabot se pose comme question en 1944, ça c'est une réédition de ce livre dont vous avez la couverture, c'est au fond comment et pourquoi l'école républicaine s'est-elle imposée. Regardez, vous avez sa table des matières qui est... D'abord, il y a la couverture. On voit que la préface est d'André Siegfried, parce que le livre paraît en 1944, hein, la première version. Il sera republié dans les années 70 et 80, parce qu'on considère, jusqu'à nos jours, hein, que c'est une monographie absolument remarquable, pour comprendre justement comment et pourquoi cette école a-t-elle réussi. Or, elle réussit, nous dit Tabot, parce que c'est un aboutissement. Hein, c'est l'aboutissement de tout un projet. D'abord, on le sait, hein, l'école républicaine n'est pas celle qui a alphabétisé les Français, les petits Français. Hein. La plupart de l'effort de l'alphabétisation était préalable, hein, avec les petites écoles d'Ancien Régime, mais aussi les écoles qui existent dans la première moitié du XIXe siècle. Elle les a républicanisées, c'est encore autre chose. Mais alphabétisées, non, pas au point où ce serait à son seul effort. En revanche, le fait que des écoles existent et soient portées par la société localement, c'est quelque chose qui n'est pas allé de soi. Hein. Et Roger Tabot nous dit, hein, et il l'écrit au fond, que, regardez, c'est sa première partie, hein, pas d'élèves, pas de fréquentation. Il y a une loi Guizot qui demande, sans que ça soit injonctif, hein, à chaque commune de plus de 500 habitants de créer une école primaire, eh bien, ça ne marche pas.
Ça marche pas bien, ça marche un peu, mais pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il faut effectivement imaginer d'abord, que c'est essentiel pour ces enfants, et deuxièmement, il faut qu'on y consacre de l'argent. Collectivement, à l'époque, ce sont les mairies. Ce sont donc les communautés elles-mêmes qui le font. Ça marche pas bien parce qu'il n'y a pas encore de rencontre, si on prend un vocabulaire très contemporain, entre l'offre d'école, ou du moins ce que propose assez vaguement Guizot, et la demande d'école. En revanche, au moment où les Républicains arrivent au pouvoir, vous allez avoir la rencontre de deux phénomènes extrêmement puissants. La demande sociale, d'éducation, cette fois-ci croissante parce qu'on sort de tout ce qu'a pu être une forme d'encellulement, c'est-à-dire de vie qui était à hauteur des cantons, et là les choses s'ouvrent, c'est à la fois le chemin de fer, etc., qui va ouvrir l'espace intérieur français. Donc une demande beaucoup plus forte qu'avant, d'éducation primaire y compris, et puis une volonté très forte de républicaniser la France et de républicaniser les enfants en France. Donc la rencontre des deux va donner des budgets, va donner des programmes, mais va donner aussi une adhésion de la population. Est-ce la même adhésion pour le second livre? Seconde chose que je vous présente ici, c'est un livre qui est devenu un classique chez les historiens depuis la fin du XXe siècle. C'est 1996 de mémoire, la publication de l'École républicaine et les petites patries. Ce que Jean-François Chanet nous dit avec une préface de Mona Ozouf, qui s'y connaît en petite patrie depuis sa composition française, vous le savez bien, et sa Bretagne natale, eh bien ce que nous dit Jean-François Chanet, c'est qu'il n'y a pas eu un ethnocide culturel par l'école républicaine de province où on a envoyé des dizaines de hussards noirs venus arracher la langue maternelle, natale et régionale aux populations. Alors ça ne s'est pas produit pour deux raisons. D'abord parce que l'État républicain, enfin c'est pas que d'abord, parce que l'État républicain de Jules Ferry n'est pas un État totalitaire. Il n'y a pas cette idée, il n'y a pas cette volonté. Et d'ailleurs, il y a des débats sur quelle langue et comment enseigner. Est-ce que le bilinguisme, côté basque d'ailleurs, ne serait pas une bonne chose? Il y a des rapports d'inspecteurs, enfin, c'est tout un travail. Deuxièmement, parce qu'il n'y a pas un corps venu former à Paris qui se déverse sur les campagnes. Les écoles normales d'institutrices et d'instituteurs, et c'est encore plus vrai pour ceux qui sont brevetés mais qui ne sont pas passés par là, sont locaux. Ce sont des Lotois qui vont à l'école normale de Cahors pour ensuite aller dans les écoles cadurciennes ou les écoles du Lot. Et même, nous dit Jean-François Chanet, et c'était un grand apport de sa thèse, une thèse pour l'instant qui tient la route, et même en fait ce sont ces instituteurs et institutrices et les curés localement qui ont recueilli et conservé tout un patrimoine qui était en train de partir. Parce qu'en revanche, les populations sont en train de changer, et de changer dans leurs envies de suite. Elles sont bilingues, très souvent. Moi, vous avez comme moi tous des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui parlaient aussi bien ce qu'ils appelaient le patois que le français, et qui le parlaient même très bien. Eh bien, il n'a pas eu l'idée que c'était un combat de l'un contre l'autre, mais c'est un changement social profond. Alors, le succès de l'école républicaine, évidemment, ensuite, il a été très fortement discuté sur cet aspect-là, à la fois par le père de Mona Ozouf, qui était Yann Soyer, qui était un militant bretonnant, très vigoureux, ou bien dans les années 60, parce que cette école républicaine, on lui prêtait aussi les traits de l'école du général de Gaulle, et qu'à ce moment-là, le régionalisme, après avoir eu une phase très à droite, était devenu aussi quelque chose qui pouvait porter des idées de résistance et de rébellion de gauche, et ça a fonctionné aussi. Mais tout ça s'historicise. Alors, cette école républicaine dont on vient de brosser le portrait, il faut voir aussi qu'elle fut évolutive. Elle fut évolutive, et on peut prendre deux exemples. D'abord, la patrie. C'est une école profondément patriotique. Ça, pour le coup, personne ne l'a remis en cause. Elle est patriotique parce qu'en plus, les gens qui font cette école républicaine sont des enfants de la défaite de 1870 et qu'ils portent en eux, Ernest Renan le premier, si on doit prendre l'idée que c'est l'instituteur prussien qui a fait le succès des armées allemandes. Que c'est le défaut moral, mais c'est aussi le défaut d'éducation, le niveau d'éducation. Lavis le pense aussi, par exemple, pour l'université. Il raconte qu'il arrive en 1880 à la Sorbonne et dit, bon, il y avait des professeurs, il n'y avait pas d'étudiants. Il y avait des gens qui venaient assister à des conférences, mais il n'y avait aucun diplôme.
réel. Il a fallu créer la licence, créer par ailleurs un diplôme d'études qui était un diplôme de recherche en même temps, etc. Donc il y a un très grand élan pour créer une école patriotique, et républicain veut dire aussi patriotique, dans la lignée d'ailleurs de la Révolution française. L'idée c'est que, cette école-là, c'est une école qui va permettre, plus et mieux que ce qui était fait auparavant, de défendre le territoire, si jamais la guerre devait revenir. D'où l'épisode, par exemple, des bataillons scolaires. C'est l'image que j'ai mise à gauche. Hein. En 1882, une circulaire ministérielle crée, 1882, oui, on est au tout début de notre histoire, crée la possibilité d'instruction militaire des jeunes gens des écoles publiques qui iront sur le champ de Mars de la ville en question ou sur un lieu dégagé du village, s'initier sous la houlette de militaires, plus ou moins en retraite, au maniement des armes, etc., etc. Et vous avez ce type d'image qui, au passage, appartient à un catalogue de publicité d'un grand magasin parisien. Parce que ce grand magasin vend les vareuses, le béret, le fusil, hein, bien entendu, et s'est transformé en image aussi par laquelle on peut apprendre à écrire. Sauf que ces bataillons scolaires, ça a échoué. Ça a à peine duré 10 ans. Dès 1892, il n'y a plus un seul écolier qui va ou qui irait le jeudi s'entraîner. Parce que la société française et l'école elle-même, les maîtres sont patriotes, mais pas chauds pour faire fabriquer des petits-enfants qui apprennent le maniement des armes. Alors ça veut dire que par rapport à toutes les idées qu'on peut avoir, c'est toujours très intéressant de suivre une formule qui me vient de mon maître, hein, Pierre Laborie, qui disait, oui, on sait depuis Marc Bloch que faire de l'histoire, c'est bien prendre conscience que c'est le présent qui pose des questions au passé. Et nous demandons de quelle école républicaine assistons-nous à la naissance. Mais, ajoutait-il, c'est au passé de répondre. Et lorsqu'on va voir de près l'exemple des bataillons républicains, des bataillons scolaires qu'on trouve partout, dans tous les manuels, on s'aperçoit que c'est l'histoire d'un échec. Et c'est un échec parce que socialement, ça ne tient pas. Et que le volontarisme dont je vous parlais, c'est un volontarisme effectivement de la revanche pendant une dizaine d'années, et qu'après, ça s'effiloche. D'ailleurs, le manuel très connu d'histoire de France qui s'appelle Le Petit Lavis, j'avais eu l'occasion de publier l'édition de 1912, eh bien, c'est un manuel qui connaît au moins 3 temps avant la Première Guerre mondiale. Un premier temps de revanche absolue, hein, avec le fin du livre, c'est « Vous vengerez vos pères comme ceux qui ont perdu à Crécy ont vengé les leurs », en fait, de l'épée revanchisme patriotique, patriotard même, pour le dire comme ça. Et en revanche, l'exemplaire que vous avez sous les yeux, en 1913, qui est le cours élémentaire, la guerre est une possibilité, mais certainement pas, non seulement un espoir, mais en plus une nécessité encore moins. D'ailleurs, on le voit même y compris pendant la guerre. Je vous ai donné cette image qui est la première page de ce par quoi les instituteurs et les institutrices se nourrissent aussi, voire font leur cours parfois, ça s'appelle « L'école et la vie ». Dirigé par un inspecteur qui s'appelait Paul Crouzet. Hein. Donc on n'est pas dans une littérature dans un coin, hein, avec des militants radicaux, hein, et dans lequel vous avez les deux écoles. Alors les deux écoles pour nous, c'est la laïque et la catholique. Pas du tout. C'est l'école prussienne à gauche. Hein, vous avez un maître droit debout et qui a enseigné la guerre, et de l'autre côté, et qui enseigne de façon magistrale, mais en pérorant, etc. Et de l'autre côté, vous avez un instituteur français qui réfléchit, livre sous les yeux, et qui a un enseignement qui doit aller vers la paix. Hein, c'est ce qui est écrit. On est en 1917. Hein. Alors c'est assez pionnier comme façon de faire, mais ça prouve que c'est une existence. Dans l'école, on est en train de passer, évidemment, du fait que la guerre, c'est la guerre juste, la guerre du droit, quel que soit ce qu'il en est, à l'idée surtout que ce qui fera la guerre juste et la guerre du droit, c'est qu'elle tuera la guerre. Et que la seule raison d'être, l'eschatologie de la Première Guerre mondiale, c'est de tuer la guerre. Donc cette école n'est pas un invariant posé, il y a des fondements, mais des fondements qui évoluent avec la société, soit parce qu'ils viennent d'avant, scolarisation, comme on a pu le voir, qui rencontre ou pas une demande sociale, soit parce qu'ils évoluent avec les événements, et c'est le cas de cette histoire de France. Regardez d'ailleurs, à gauche, vous avez la gravure qui correspond à l'édition de 1912, à droite, vous avez celle de 1930, et vous voyez que pour
introduire le même texte. Hein. Là, il y a continuité, le commencement de la Révolution, le mauvais roi Louis XV, etc. Au temps de la Révolution, c'est Petit Lavis, hein, là, on est dans une édition d'Ernest Lavis. 1913, au temps de la Révolution, sont des enfants qui jouent à la guerre. En 1930, sont des enfants qui jouent à ramener à Paris la famille royale. On ne peut plus jouer à la guerre. C'est absolument plus possible, hein, évidemment. Et là, c'est pire encore, parce que regardez, non seulement il s'agit de Napoléon, mais vous avez vu, ce livre 7 est consacré, dans son chapitre 19, aux victoires. Les victoires, donc à gauche, 1913, enfants jouant à Napoléon. Alors, quand même, surmonter un chapitre 19 qui s'appelle Les victoires par enfants jouant à Napoléon, prisonnier à Sainte-Hélène, ça, c'est l'école républicaine, qui s'est construite, alors ne l'oublions jamais non plus, hein, contre le pouvoir personnel. Hein, ce que font les républicains en 1879 lorsqu'ils s'installent, c'est tonner contre et se construire contre un régime qui par ailleurs les a mis en prison assez souvent, hein, qui est le régime du pouvoir personnel qu'ils appellent le césarisme. Il y a des continuités entre Victor Duruy et Jules Ferry, ça je peux vous en parler, mais il n'empêche qu'en termes de régime, hein, le pouvoir personnel c'est l'ennemi des républicains de la 3e et de la 4e, l'ennemi absolu. Et donc Napoléon, là, est un dictateur. Dans le texte, c'est un peu plus subtil, mais regardez, même pour les victoires, et on parle d'Ernest Lavis. C'est pas un manuel de Gustave Hervé, d'un socialiste échevelé, enfin, etc. Hein. On est au cœur de ce que les institutrices et instituteurs utilisent le plus dans leur enseignement. Construction, déconstruction toujours. Une école laïque féminine, féministe. Alors j'ai très envie de vous renvoyer, en plus, le film de ce soir, évidemment, appelle à ça. Or, nous avons eu récemment un formidable livre de Mélanie Fabre, hein. J'ai mis la référence, Hussardes noires, des enseignantes à l'avant-garde des luttes, de l'affaire Dreyfus à la Grande Guerre. Et je vous ai mis là, mais je pourrais transmettre ce PowerPoint si vous le voulez, des extraits de ce livre à partir d'un entretien qu'elle a fait pour le journal Le Monde avec Jean Birnbaum. C'est un livre de 2024. Ce qui est très intéressant dans ce qu'elle dit, c'est qu'au fond, bien entendu, l'école républicaine n'est pas une école féministe. Hein. L'enseignement qui est prodigué ne joue pas sur les changements et les déconstructions de genre. Là, c'est bien le présent qui pose des questions au passé. Il n'empêche que, effectivement, ce qui est très intéressant dans les trajectoires des 4 femmes qu'elle a suivies, qu'elle appelle des hussardes noires, parmi lesquelles il y a Pauline Kergomar. Alors, Pauline Kergomar, c'est la créatrice de l'école républicaine maternelle. C'est la première créatrice, la première inspectrice de l'école maternelle. Ça veut dire que cette République, qui ne fait pas voter les femmes, qui n'est pas spectaculairement engagée donc dans le suffragisme, qui, on peut même dire le contraire, va malgré tout correspondre à la promotion, alors limitée, etc., de femmes qui, elles, vont penser, et vont penser à l'intérieur de l'école, je parle de Pauline Kergomar, hein, dont les textes sont encore très, très intéressants et très, très actuels. Ce que peut être la place des femmes et ce que peut être aussi l'enseignement, et un enseignement profondément républicain. Parce que nous dit Mélanie Fabre, c'est que ces intellectuels, elles ont été formées en particulier, écrit-elle, c'est le dernier paragraphe, à l'école du protestantisme. Alors ça m'intéresse beaucoup, non pas pour dire, comme Patrick Cabanel, parfois, de façon plus subtile, au fond, l'école de la République, c'est une école des protestants, mais pour dire en revanche, parce qu'on en trouve, Ferdinand Buisson, par exemple, hein, c'est non seulement un protestant, mais c'est quelqu'un qui a fondé, dans sa jeunesse, une école protestante, enfin, et qui a enseigné le protestantisme dans sa jeunesse. Mais ce qu'il faut dire de plus et de mieux, c'est qu'en fait, c'est une école, l'école républicaine, dans le meilleur des cas, mais qui est inspirée par un humanisme des minoritaires. Alors ça, en revanche, ça me paraît très intéressant. Et dans ces minoritaires, il y a la place pour penser la minorité des femmes, comme il y a la place pour penser la minorité religieuse. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça va être absolument réarmé, refondé au moment de l'affaire Dreyfus. Et parce que l'affaire Dreyfus est évidemment une crise antisémite extraordinaire, mais c'est aussi une victoire de la République humaniste des minoritaires. C'est-à-dire que de fait, le fin de l'affaire Dreyfus, c'est la victoire de la République. C'est pas le contraire. Et ça refonde autour de nouvelles majorités qui sont des majorités radicales et radicales socialistes, très imprégnées de cet idéal-là, de cette
pardon, de cet humanisme des minoritaires, ça refonde ce que nous appelons, dans le meilleur des cas, pour la critiquer ou pour au contraire y adhérer, l'école républicaine. C'est la génération de Ferdinand Buisson, c'est aussi celle de Léon Zé, qui est le père de Jean Zé, hein, qui à ce moment-là est un combattant Dreyfusard. Et qu'est-ce que nous dit Mélanie Fabre? C'est que Pauline Kergomar, comme toutes ces intellectuels, qui sont des intellectuels, vous voyez, qui fondent ce journal qui s'appelle La Fronde. La Fronde, c'est le journal, c'est Marguerite Durand, hein. C'est donc un journal profondément féministe et qui souhaite le suffrage et l'égalité sociale des femmes. Eh bien, elles sont très vigoureusement contre toute idée qui serait des idées antisémites. Et j'y reviens, regardez à la fin, lorsqu'une dramaturge proposa à La Fronde des caricatures antisémites, la directrice du journal, Marguerite Durand, lui interdit désormais toute collaboration. Donc, on a bien une école qui est porteuse, dans le meilleur des cas, d'une autocritique, tout en étant celle de sa société. Hein, à la fois la réussite sociale vient de loin, et à la fois des éléments forts de pesanteur existent. Alors, je vous ai dit que c'est une école qui est... D'abord, elle est plus féminine que masculine. Vers 1930, c'est 2/3 des enseignants du primaire qui sont des femmes. Avant 1914, parce qu'il y a la saignée de la Grande Guerre entre les deux, c'est 52-53%. Congréganistes comprises. Hein. Donc l'école républicaine, c'est une école de maîtresses et de maîtres. Donc les hussards noirs de la République, cher Peggy, ils existent, mais il y a beaucoup plus de hussards de noirs, hein, et il y en a de plus en plus que de hussards noirs. Or, elles vont avoir une influence, ces intellectuels, parfois, sur celles qu'elles vont former. Et là, je prends le cas de Mademoiselle Vidal-Naquet. Il se trouve que Mademoiselle Vidal-Naquet, c'est la tante de Pierre Vidal-Naquet. Elle s'appelait Henriette. Elle avait été formée à l'école normale supérieure primaire de jeunes filles de Fontenay-aux-Roses, hein, créée par les républicains. Parce que c'est ça le paradoxe des républicains, des tertiaux républicains. Ils ne basculent pas dans ce que Jean Zay appellera ensuite la démocratie totale, c'est-à-dire hommes et femmes. Il appelle ça la démocratie totale. Ils ne basculent pas là-dedans, et c'est évidemment, par rapport à ce qui se passe dans d'autres endroits du monde, c'est incontestablement un trait marquant, mais ils vont, plus qu'ailleurs, renforcer la possibilité des études pour les filles, que ce soit dans les écoles publiques, mais aussi dans les lycées et dans les écoles normales, y compris normales supérieures. Je rappelle qu'à l'époque, en plus, comme il y a le même nombre d'entrantes à l'école normale, garçons ou filles, il y a une parité, de fait, mais ce n'est pas une parité proclamée comme une parité, mais comme ce sont deux écoles normales supérieures différentes, comme il y a des écoles normales primaires différentes de garçons et de filles, il y a parité, hein, de fait dans la formation. Et là, regardez, Mademoiselle Vidal-Naquet, Henriette Vidal-Naquet, dont Pierre Vidal-Naquet m'avait dit qu'elle avait un caractère extrêmement fort, on veut bien le croire, eh bien, elle est directrice de l'école primaire supérieure de Béziers, et elle croise Marie Mas, qui se trouve être ma grand-mère, voilà pourquoi j'ai convoqué Marie Mas ici, un peu d'égo-histoire, mais dans un cadre très clair, qui est que ma grand-mère, catholique pratiquante, institutrice laïque formée, parce qu'à l'EPS, elle se souvenait encore des cours de Mademoiselle Vidal-Naquet, laquelle répétait à ces jeunes têtes blondes, plus ou moins, mais ces jeunes têtes féminines, c'est un pur scandale. Nous, les femmes, nous sommes traitées comme les faillis, les repris de justice, on nous interdit le vote. Et ça, ma grand-mère l'a gardé toute sa vie, très profondément, tout en allant à l'église le dimanche et en faisant ses cours à la plupart du temps à des enfants espagnols, à l'école maternelle Jean Massé, sur le bas de Béziers. Là, j'ai retrouvé un article de Henriette Vidal-Naquet où elle l'argumente pour le fait de dire on est après la guerre, on est en 1920, il n'y a plus assez de maîtres hommes. Eh bien, élargissons le recrutement des écoles normales de filles. Parce qu'on a bien vu que la présence des femmes ne peut plus étonner ni scandaliser personne, etc. La conclusion logique de tout ce qui précède, c'est que le remède à l'insuffisance du recrutement masculin se trouve dans l'agrandissement des écoles normales d'institutrices, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que, bien entendu, il ne faut pas rétro-projeter sur l'école primaire, ou même l'école républicaine, une idée qui était une idée qui correspondrait à un féminisme en action, ça ce serait faux, mais de fait, il y a eu des effets
extrêmement profond dans la culture et dans la formation culturelle de toute une partie des enseignantes qui sont liées, parce que dans ces systèmes qui étaient ceux des EPS de filles et qui étaient ceux des écoles normales supérieures de filles, alors là en revanche, il y avait des suffragettes, etc. Et il y avait aussi, tiens, je remonte là, quelqu'un qui a juste signalé en bas, vous voyez, CL le Brunswick, et qui parle du droit de vote des femmes. C'est Cécile Brunswick. Or, Cécile Brunswick, on va la retrouver dans une autre période. Elle va être sous-secrétaire d'État à l'Éducation nationale en 1936. Et c'est elle qui a converti Jean Zay au vote des femmes, très clairement, d'après ce qu'on peut voir dans sa biographie. Dernière critique ultra classique, ultra attendu, une école sans Dieu. Vous avez à gauche le cliché, presque le chromo, sauf que c'est en noir et blanc, la gravure, issue de la presse catholique, il faut bien le dire, d'un État républicain, non seulement anti-clérical, mais anti-religieux, fondamentalement, c'est-à-dire anti-catholique, décrochant les crucifix, etc., etc. On est en 1881, et cet enlèvement des crucifix, de fait, on ne le constate pas. 1881 de cette façon-là, parce qu'en fait, la logique est exposée en 1903 par le ministre Chaumier. Qu'est-ce qu'on fait avec les emblèmes religieux? Bien sûr, ils sont interdits, bon, mais par circulaire, c'est pas une loi, hein. C'est la circulaire du 2 novembre 1882 qui écrit « Il n'y a qu'une manière de bien appliquer la loi scolaire, c'est de l'appliquer dans l'esprit même où elle a été votée, non comme une loi de combat, mais comme une de ces grandes lois organiques qui sont destinées à vivre avec le pays. Et de fait, qu'écrit-il à la fin? En ayant soin de profiter des époques réglementaires des vacances, afin d'éviter toute agitation et tout scandale. Et même les recommandations qu'on voit dans les arrêtés d'hiver, etc., envoyés par les recteurs, c'est profiter de la réfection de l'école, faites repeindre, demandez au curé de venir récupérer le crucifix. Parce qu'effectivement, non, mais il y a aussi une notion de respect réel hein, dans ces textes-là. C'est pas que de l'habileté. Alors évidemment, ça, au moment des inventaires et en 1905, ça vole un éclat. Hein. Là, c'est très violent, c'est très vigoureux. Mais il n'y a pas eu des arrachages de crucifix dans les écoles. Ça s'est produit. Alors Jules Ferry avait une formule. Il parlait de faire appliquer les lois de la République à tempérament. Bon, et en fait, il définissait vraiment un tempérament républicain. C'est ainsi, en tout cas, qu'il le posait. Alors, bien sûr, la dernière critique, avant de basculer vers... Et parce que c'est un lien avec une école républicaine qui s'occuperait ou qui s'occupe des droits sociaux, c'est le fait qu'elle soit une école de classe. L'Assiette au beurre, vous le savez, ça n'est pas un journal d'opinion moyenne. Hein, c'est un journal à la fois satirique, mais socialiste et anarchiste. Les deux à la fois, successivement, enfin, en fonction des dessinateurs qui s'y produisent et de l'envie de la rédaction. Vous avez ici deux numéros, celui du 4 décembre 1909, avec le maître d'école représenté comme un fruit sec, hein, il est aussi doux qu'un coup de trick, hein, dans la façon qu'il a d'être dessiné. Et de l'autre côté, une Marianne abondante, mais pas généreuse, hein. C'est-à-dire que de fait, son physique contredit ce que la légende donne, c'est-à-dire que d'un côté, on donne très peu d'instructions aux classes populaires et ouvrières, ça suffira bien pour qu'ils obéissent au travail. En revanche, le tonneau est réservé aux catégories bourgeoises parce qu'il saura au moins comment faire respecter ses droits. Alors, ce sont des caricatures. Il n'empêche que, laissons de côté le maître d'école, vous voyez, ça c'est l'anti-hussard noir qui existe. Et à gauche, la critique est très forte. Et pourquoi est-elle très forte? Parce que l'école républicaine à gauche, elle a déjà été pensée. En 1848, en 1871, autrement que comme l'école républicaine ferriste. Comme devant être une école qui, effectivement, s'intéresse au progrès social, s'intéresse à la progression aussi des catégories populaires. Et la critique est très forte, elle vient des milieux socialistes, des milieux anarchistes. Et ce qui n'est pas faux, c'est qu'il y a bien à cette époque-là, et je conclus cette école républicaine de Ferry par là, il y a bien deux écoles. Une école du primaire qui regroupe 95 à 97% de la classe d'âge, et une école du lycée qui est payant, le lycée payant, qui démarre dès la 12e. On fait du latin dès la 11e, 10e, 9e, 8e, 7e. 6e, etc. Entre les deux, la possibilité, entre cette école payante des élites, qu'on peut, sans exagérer le trait, qualifier de bourgeoise, puisque le nombre même fait que c'est réservé à un tout petit nombre, et l'école qu'on peut qualifier du tiers-état,
quasiment. Hein, c'est cette école primaire qui a des prolongements. Passer le certificat d'études, attention, il n'y a que 30% de la classe d'âge qui a le certificat d'études. Hein, c'est pas universel, le certificat. Hein. Et passer ça peut faire l'école primaire supérieure, puis ensuite peut-être une école normale primaire supérieure ou d'autres parcours. Eh bien, entre les deux, il y a vraiment deux destins sociaux. Ça, c'est incontestable. Et en plus, ce sont deux types d'enseignement. Très clairement. Rien n'est coordonné réellement entre les deux enseignements, que ce soit aux petites classes ou par la suite. Alors, c'est cette inégalité-là qui va être pensée dans un âge second de l'école républicaine, qui est celui de la génération Jean Zé. Vous avez vu, à chaque fois, je dis bien génération Ferry ou génération Z, parce que c'est tout un milieu, c'est tout un monde, c'est tout un moment aussi. Alors ici, la question, après la Première Guerre mondiale, très vigoureuse, c'est celle de la fabrique de l'égalité des droits sociaux, ou plus exactement, alors là encore, il n'y a pas l'idée que tout le monde doit réussir le baccalauréat, c'est pas ça du tout, mais l'idée qu'au fond, pour la génération de Jean Zé, et ça démarre dès avant la Première Guerre mondiale, mais de façon très réduite, il faut s'occuper de ce qui suit l'école primaire, ou plus exactement, déjà il faut unifier l'école primaire et les petites classes des lycées et des collèges, mais aussi et surtout, il faut se demander si on a le choix désormais, la réponse est dans la question, on ne peut plus faire en arrêtant des études tôt, parce qu'il y a eu une telle saisie par la mort, 1 500 000 jeunes gens, que effectivement, on a là l'occasion de donner en quelque sorte un sens social à la guerre. La guerre a effroyablement meurtri, en particulier du côté des hommes, la population. Eh bien, que ça soit l'occasion pour enfin réaliser peut-être certaines idées de la sociale, c'est-à-dire de la République sociale. Et ce changement-là, évidemment, il se fait autour et avec le Front populaire, mais il est nourri dès 1918. Dès 1918, vous avez les Compagnons de l'Université qui émettent une charte. En 1924, il y a un plan de la CGT. Donc en fait, le Front populaire n'intervient pas comme une solution miraculeuse à une situation de crise. C'est une construction qui est une construction à la fois politique, mais aussi profondément sociale. Vous savez probablement que dans le Front populaire, dans le Rassemblement populaire, à partir de 1935, vont adhérer les gens aussi divers apparemment que des partis politiques, certes, mais aussi des personnalités, voire des associations. Par exemple, les auberges de jeunesse sont membres du Front populaire, au titre de l'association. Sont membres du Front populaire, l'aviation populaire. Donc, c'est pour la démocratisation du vol en avion, etc., etc. Et bien sûr, les théâtres populaires, ceux qui souhaitent, etc. Donc, ici, regardez, les principes sont faciles à lire ici. C'est dans le projet de loi sur la réforme de l'enseignement de 1937. Ce personnage qui est à côté, c'est donc Jean Zé, et qui s'exprime ainsi. La justice sociale est citée 2 fois, et regardez la dernière phrase. La société comme l'individu y trouvera son compte. L'école unique, c'est le nouveau nom de l'école républicaine à l'âge de Jean Zé. L'école unique, telle qu'elle s'affirme dans ce projet, sera tout à la fois une œuvre de justice et un instrument de progrès social. Alors j'insiste sur cette idée, parce que l'école de Jules Ferry, elle pouvait être, c'est le cas des jeunes femmes que j'ai citées tout à l'heure le montre, un instrument de projet social, mais elle n'était pas pensée pour ça. Aucun texte de Ferry, aucune circulaire, etc., ne promeut ce que de nos jours on appellerait l'ascension sociale. Et c'est même quelque chose qui est plutôt craint. L'idée, c'est tu seras cultivateur comme ton père, fondamentalement. Mais tu seras un cultivateur républicain. Voilà, ça oui, ça. Et tu cesseras de voter pour notre bon maître, etc. D'accord. Mais être cultivateur, et puis après tout, et donc la noblesse du cultivateur, la noblesse de l'artisan, etc., sont constamment rappelées. Mais l'idée que l'école doive servir au progrès social n'est pas une idée de la génération de Jules Ferry, c'est plutôt une idée des 48 arts et une idée de la Commune, avec des formes beaucoup plus radicales, etc. C'est une idée, en revanche, qu'ont conservé les radicaux socialistes. Oui, eux, ils ont ça, et ça va ressortir. D'ailleurs, Jean Zé est radical socialiste. C'est pas du tout ni un communiste, ni un socialiste. Toute idée de collectivisme lui est très étrangère, bien sûr. Alors, ce projet de loi sur la réforme de l'enseignement, ce qui est intéressant aussi dans cette capsule initiale, c'est qu'il y a écrit projet de loi. En effet, il y a et c'est peut-être pour ça qu'on n'identifie pas bien ces deux naissances.
de l'école républicaine. Il y a une invisibilité républicaine à la naissance de cette école républicaine, c'est l'absence de loi. Il y a des lois Ferry, tout le monde sait qu'il y a des lois Ferry. Gratuité, obligation, laïcité. Il y a une seule loi Jean Zay, et encore c'est une loi qui est une loi de rebond, prise dans un train de mesures, d'un train de loi pour lutter contre le chômage, c'est la prolongation d'un an, de 13 à 14 ans, de l'enseignement obligatoire. À nouveau, on répète que c'est pour les filles comme pour les garçons. Ah tiens, au passage, ça c'est très très neuf par rapport à ce qui existait auparavant. Dans la loi Ferry d'obligation, il y a écrit que ça concerne les deux sexes. De la même façon, évidemment, en 1936, lorsqu'on prolonge d'un an, les deux sexes, mais on y rajoute aussi les étrangers. Hein, c'est pas sans importance dans un temps de crise d'identité nationale extrêmement puissant qui est cette crise de la fin des années 30. Or, c'est un projet de loi parce que cette loi ne sera jamais votée. Jamais votée, elle sera même jamais discutée. Il n'y a pas de loi Jean Zay parce qu'en fait, il y a des blocages. Et alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand même, c'est très particulier, la République de Front Populaire. Regardez, la ville des Arcs, ce jour-là, inaugure un nouveau groupe scolaire qui s'appelle Jean Jaurès. Et vous voyez le buste de Jaurès derrière Jean Zay, avec, vous imaginez de nos jours, hein, c'est un ministre qui vient inaugurer un bâtiment public qui vient d'être construit, buste non pas de Marianne, mais de Jaurès. Bon, l'école s'appelle Jean Jaurès, pourquoi pas. Drapeau rouge et drapeau tricolore. C'est pas le drapeau européen, hein, c'est le drapeau rouge. Et ce ministre n'est pas le ministre de l'Éducation nationale, c'est le ministre du Front Populaire. Alors c'est un moment très particulier, c'est l'été 1936, mais vous voyez que le ministre est très à l'aise avec ça. Ça lui pose aucun problème de venir parler et de venir discuter, de tenir son discours là. Bon, alors. Effectivement, cette école républicaine de la génération Jean Zay, Jean Cassou en parle très bien. Alors Jean Cassou fut un des collaborateurs de Jean Zay, il fut aussi à la tête du musée des arts populaires. Il a été un grand résistant à Toulouse d'ailleurs, mais pas que, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et surtout, il a écrit un très grand livre sur les 48 arts, sur 1848. Donc en fait, ils sont nourris. Cette génération Jean Zay est nourrie des expériences républicaines préalables. Et par exemple, Jean Zay, lorsqu'il sera en prison, vous savez probablement qu'il y a passé 4 ans avant d'être assassiné par les miliciens le 20 juin 1944, eh bien, dans sa cellule, il a un seul portrait. C'est pas le portrait de Dreyfus, parce qu'il ne se considère pas du tout comme Dreyfus, parce que lui se considère comme un condamné, un détenu politique, ce qu'il est, pleinement. Eh bien, il a le portrait d'Auguste Blanqui, un radical socialiste, dont je répète qu'il n'est pas révolutionnaire du tout, qui a dans sa cellule et qui lit L'Enfermé de Blanqui, il va le lire 3 fois pendant sa détention, ça vous dit quelle est la culture politique. Toujours pareil, c'est le présent qui pose des questions, mais c'est au passé d'y répondre. Les fondateurs là, de cette école républicaine de Front Populaire, de l'égalité des droits sociaux plus largement, eh bien, sont des gens qui sont nourris de l'expérience et de l'idée qu'ils se font des 48 arts. Et voilà pourquoi Jean Cassou écrit lors de l'hommage national en 1947 à Jean Zay, ce n'est point un hasard si chaque fois que la République nous a été donnée, la République, c'est avant toute tâche souciée de créer et de développer un enseignement populaire, national, accessible à tous, égal pour tous. Et ce mot de populaire, il veut dire social dans cette époque-là. D'accord ? Alors, on voit encore mieux quand même les 2 drapeaux et le buste de Jean Jaurès. Mais Zay est donc un ministre empêché, bloqué. Et la réforme de la société par l'enseignement, l'école unique, vous savez qu'elle aboutira de façon complexe et pas exactement égale au projet initial, à ce que sera le collège unique. La grande question, c'est l'étage du secondaire, désormais. Et comment engager les réformes alors qu'on est bloqué? Alors, il y a des oppositions que l'on connaît face au progrès social par l'école qui existe déjà. En particulier, Zay va créer sous forme d'expérience des après-midi où les enfants vont au théâtre, vont au cinéma. Zay est un fou de cinéma, ça c'est une autre histoire. Mais il est ministre du cinéma vraiment, et il sera le premier président du Festival de Cannes. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais ils vont aussi aux champs herborisés, etc. Et on ne fait plus rien dans nos écoles, les enfants vont se promener, et on accuse Jean Zay d'être le ministre de la récréation nationale. C'est l'idée. Alors derrière le côté, alors c'est vrai que c'est souriant, moi ça me fait sourire à chaque fois. Derrière ça, il y a quand même l'idée que, au fond, on fait rien et que avoir une école qui soit une école populaire,
plus exactement une école qui soit une école républicaine où les enfants ne sont pas rivés à leur cahier, et là, c'est évidemment affaiblir la France et préparer toute une série de défaites. Autre critique, autre blocage très fort, c'est le fait qu'on l'accuse, cette école-là, d'être celle du syndicalisme révolutionnaire, hein, une révolution sociale d'inspiration marxiste, etc. Je rappelle que l'inspirateur majeur de cette école, c'est Ferdinand Buisson, qui est tout, alors vraiment tout sauf un socialiste marxiste, qui sera par ailleurs aussi prix Nobel de la paix, mais qui est intéressé à la question sociale depuis ses premières études, y compris de pasteur protestant. Et donc, on aurait tort de croire seulement que c'est une civilisation qui est menacée par les invasions. Il y a des infiltrations qui préparent les invasions. Il y a des altérations de l'esprit qui équivalent au démantèlement de forteresses matérielles. Bref, c'est un grand remplacement intellectuel qui est supposé par Henri Bogner dans la Revue des Deux Mondes, mais Revue des Deux Mondes qui à l'époque accueille très volontiers Philippe Pétain, qui vient à plusieurs reprises dire ce qu'il pense de l'éducation, en 1934 en particulier, et qui pense la même chose à peu près des réformes du Front populaire. Il le démontrera. Alors comment faire? Eh ben, c'est une école qui contourne, c'est un ministre qui va contourner. Vous voyez, cette seconde naissance, si vous me suivez, de l'école républicaine, elle se fait à l'inverse. C'est pas des lois, on s'appuie sur une légitimité quand même qui est celle de la démocratie sociale du Conseil supérieur de l'instruction publique. Alors l'idée, le Conseil supérieur de l'instruction publique, c'est un organe que Ferry a réformé. Dès qu'il arrive, dès 1879, Ferry va sortir tous les congréganistes et ne va mettre dedans que des républicains. Pourquoi? Parce que le Conseil supérieur de l'instruction publique, c'est le lieu à l'intérieur du ministère qui regroupe ce que de nos jours on appellerait les corps intermédiaires. Hein. Vous avez des représentants de la profession, vous avez des représentants du ministère, vous avez des représentants qui s'intéressent à ce thème-là et qui ont des compétences, des chercheurs, etc. Et donc ça correspond à une sorte de chambre bis à l'intérieur du ministère, mais une chambre qui est celle des représentants sociaux, que ce soit des intellectuels ou que ce soit du personnel. Or, il se trouve qu'en 1936, le syndicat national des instituteurs, des institutrices de France et des colonies, le SNI, plus tard, eh bien, ça pèse 80% des enseignants. C'est-à-dire que 80% des enseignants du primaire sont syndiqués au SNI en 1936. Donc les représentants du SNI là-dedans, etc. Vous avez tous ces représentants-là, et Zé appuiera toutes ces réformes par le biais du réglementaire, c'est-à-dire de circulaires ministériels, d'arrêtés, de décrets, avec l'approbation, la plupart du temps à l'unanimité, de ce Conseil supérieur de l'instruction publique. C'est une des façons de répondre au blocage parlementaire, de passer par les corps intermédiaires. Je ne dis pas là qu'il y a une leçon démocratique, mais je dis qu'à ce moment-là, hein, il y a une invention de l'école républicaine qui se passe par là. Et d'ailleurs, il donne des arrêtés sur les classes d'orientation, etc. Alors, etc., non. Pas etc. Parce que c'est un échelon majeur, cette idée de l'orientation. On va y revenir. Ça lui permet, ce contournement réglementaire s'appuyant sur la démocratie sociale du Conseil supérieur de l'instruction publique, lui permet d'aboutir à une œuvre considérable, pionnière, pas de loi, mais toute une série de matrices qui vont être ensuite très actives, et en particulier, je pourrais détailler, mais on n'est pas là pour ça, c'est ce socle-là qui est très important. Ça se traduit par 3 verbes d'action: coordonner, orienter, expérimenter. C'est ça la rénovation de l'école républicaine à l'âge de Jean Zay. Le principe, c'est que fait-on pour améliorer l'égalité des droits sociaux, ça on l'a assez dit. De l'autre côté, c'est comment le réalise-t-on? Pas par des lois, malgré le très beau projet de loi de 37, mais par... Et de même que le projet de création d'une école nationale d'administration. Hein. Il y avait déjà eu des projets d'ENA dès 1848, tiens, là encore c'est pas un hasard. Hein, le premier projet d'école nationale d'administration. Pourquoi? Parce que les républicains, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, se rendent bien compte que socio-culturellement, les gens qui sont à la tête des administrations ou dans les ambassades, etc., sont monarchistes, sont bonapartistes, ne sont pas républicains et ne viennent absolument pas, même peu, même mal, de catégorie de méritocratie populaire. Hein, il y a toute une reproduction. D'autres existent. Hein, moi aussi, j'ai lu Bourdieu, Passeron, évidemment, et il faut.
Et il faut. Non, il faut. Bien sûr, parce qu'on n'est pas dans un catéchisme béat, heureusement. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'aucune ne réussit, sauf avec ces expérimentations qu'il fait. Alors, coordonner, ça veut dire quoi? C'est avec Jean Zay, c'est illisible, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pour moi, pour vous, c'est fondamental. Mais regardez bien ce que vous ne voyez pas. Ce qui se passe derrière moi, mais surtout dans mon verbe, c'est que ce que fait d'abord Jean Zay, c'est qu'il va créer le premier degré, le second degré et le supérieur. Ce qui pour nous est une évidence, ce qui pour nous est structure fondamentale de l'école de la République en France, ça se crée au moment de Jean Zay. Je vous avais expliqué, je vous avais dit que sous Ferry, on a des situations de verticalité, le lycée bourgeois et l'école primaire qui va loin, comme le lycée bourgeois va profond, et puis il y avait le technique, que je laisse de côté, mais c'est dommage. Il n'empêche qu'ici, désormais, on horizontalise la structure de l'enseignement en France. Donc l'école républicaine, elle est refondée. C'est ce qu'il appelle, souvenez-vous de son texte tout à l'heure, une structure claire et aérée. C'est ça, cette idée-là. Donc de refondation. Premier degré, second degré, on pourrait dire troisième degré peut-être, mais on ne le dit pas, ça reste l'enseignement supérieur. Et l'idée, c'est que le troisième âge de refondation d'une école républicaine, c'est celui où à partir des années 60, et dans les années 80 surtout, et très fortement de notre siècle, du siècle d'avant, le mien jeune, dans les années 1980, l'idée ça a été qu'on ne pouvait pas éviter de faire monter la démocratisation à l'échelle du post-bac. Et que c'est ce troisième échelon dans lequel on est encore, affre de Parcoursup comprise. Donc, on coordonne de façon complètement nouvelle, en fait on restructure. De la verticalité de destins sociaux, on passe à l'horizontalité de destins sociaux, certes, d'accord, mais qui vont pouvoir malgré tout essayer d'être pensés en égalité de droit à l'accès au primaire, à l'accès au secondaire, etc. Ensuite, pour que cette coordination fonctionne, il faut orienter. Jean Zay et ses équipes créent une classe d'orientation, la 6e. L'idée de Zay, c'est que lorsqu'on restructure, si on veut aller dans le sens d'une égalité des droits, il faut que l'endroit où on s'oriente, ça ne soit pas la dernière année du cycle précédent, mais la première année du cycle auquel tous doivent accéder. C'est l'idée. Alors, tous doivent accéder, d'accord. C'est pas vrai, même sous Jean Zay. C'est-à-dire que il faut, pour accéder à cette classe de 6e, qui est une classe d'orientation, qui concerne tous les élèves qui ont obtenu le certificat d'études ou qui ont eu le concours des bourses d'entrée au lycée. Et ça, évidemment, ça laisse 30% d'une classe d'âge seulement. Donc il y a 70% qui ne peuvent pas y rentrer dans cette 6e d'orientation. Il n'empêche, et puis comme la loi n'est pas passée, il fait des expérimentations. Il teste 150 classes. Sauf que les principes qu'il met en place sont extrêmement intéressants. Donc je répète, orienter, ça se fait au début et pas à la fin d'un cycle. Parce que tout le monde doit y accéder. C'est un tout le monde réduit, je viens de le dire, mais il n'empêche. Et dans cette classe d'orientation, il faut peu de maîtres. Donc il faut un professeur qui s'occupe des sciences, un professeur qui s'occupe des lettres et environ, mais il faut un professeur de sport, pas moins. Il faut un professeur de toutes les matières techniques et professionnelles, on dirait, de nos jours. Et il faut un médecin qui soit pas loin de là pour voir les aptitudes et en accord avec les parents. Alors c'est compliqué, il nous explique que c'est à la famille de choisir, c'est à l'école de l'éclairer, de lui venir en aide. La famille seule manque trop souvent de lumière, la complexité des études et des tâches sociales rend de plus en plus difficile un choix judicieux. Pensons à Parcoursup. De là, tant d'erreurs que nul ne peut nier, etc., etc. Donc, comment on organise ce dialogue? Eh bien, on crée cette classe où l'orientation prend 1 an, mais comme il y a pu avoir plus tard la propédeutique, lorsqu'on était au début des études supérieures. Et expérimenter, donc on le fait selon les différents départements. Il choisit des départements, le sien, celui du président de la République, celui du président du Conseil. Léon Blum, c'est-à-dire l'Aude, puisque Léon Blum est un élu de Narbonne, confère le formidable podcast de Philippe Collin. Alors, cette école est aussi une école, et j'en ai presque fini, puisque le temps... qu'est-ce que je dis j'ai démarré à 18h30, non, ça va. Tout va bien. C'est une école républicaine qui, dès Jules Ferry, mais avec Jean Zay pas moins, est une école qui, outre ces questions de l'égalité des droits politiques et de l'égalité des droits sociaux, en fait, se nourrit des deux, ou plus exactement, pense que face aux inquiétudes nationales, et alors dans les années 30,
ou dans les années Dreyfus, hein, ces inquiétudes, cette crise d'identité nationale, elle est très forte. Et bien face à ça, il faut une école qui se pense comme assurant une armature, on va dire, intellectuelle, mais plus qu'intellectuelle, une armature de conviction politique qui va pouvoir d'autant plus être partagée que justement, elle correspond au partage de droits sociaux. Ça, c'est la génération du Front populaire. Regardez, ici vous avez un texte donc, de la main de Zé, voilà, etc., dans lequel il écrit provoquant à propos de la réforme envisagée des malentendus ou des équivoques. Alors j'en ai déjà cité des malentendus ou des équivoques, parfois très peu équivoques, hein, l'opposition à cette construction, mais voyons la traduction en vrai. Donc pour Zé, comme pour Ferry d'une autre façon d'ailleurs, l'école républicaine, c'est un lieu où on doit pouvoir faire face aux inquiétudes, alors à la génération de Zé, par la réforme sociale. Et en s'intéressant au corps social, au corps politique, au corps national. Alors le corps social, ou plus exactement, le corps tout simplement physique. Vous retrouvez Cécile Brunschvicg dans le texte qui est à gauche. Cécile Brunschvicg est sous-secrétaire d'État et en particulier, Jean Zé la charge, et Léon Blum, la charge d'un rapport sur l'alimentation des élèves. Voilà, là, on est en plein dans une logique neuve, hein, en quelque sorte. Il s'agit de se préoccuper donc des cantines. Le rapport que fait Cécile Brunschvicg après avoir sillonné la France et demandé à tous les inspecteurs de lui envoyer un état de ce qui se passe, il est absolument calamiteux. Absolument calamiteux. Hein. Ces rapports sont comme un cri d'alarme pour une enfance qui n'est ni déficiente, ni malade, ni abandonnée, qui représente simplement la grande masse de l'enfance normale, ce vocabulaire de l'époque, hein, en qui nous avons placé nos plus chers espoirs et qui manque du plus indispensable. C'est-à-dire, l'école publique est actuellement très loin de pouvoir donner aux enfants une alimentation normale. Alors ça, ce type de question, vous voyez, ça renvoie à ce qui sera ensuite écrit dans le préambule de la Constitution de 1946. Parmi les droits sociaux, évidemment, il y a le droit au logement, il y a le droit au travail, il y a le droit à la santé. Et le droit à la santé, ça commence par l'alimentation, bien entendu. Zé ne va rien faire de plus, j'allais dire. Mais qu'est-ce qui permet, au moment où nous en sommes de mon propos, de définir ce qu'est la naissance d'une école républicaine ou d'un autre, d'ailleurs, objet historique partagé, c'est le moment où les questions changent. C'est-à-dire qu'avec Jules Ferry, la question change. C'est, au fond, comment on fabrique des petits républicains. Et non pas simplement comment on va fabriquer des gens qui vont bien se comporter dans leurs devoirs moraux, etc. Avec Jean Zé, la question, ça devient comment, pour fabriquer des bons républicains, mais il le considère comme très largement acquis, ça, comment est-ce qu'on fabrique, en revanche, de l'égalité sociale, un corps social français qui soit en bon état, en bonne santé. Et ces questions, et bonne santé à la fois physique, mais pas que physique, bonne santé politique aussi de son point de vue. Et ici, cette question-là, vous voyez, j'ai mis ensemble sur la même page deux textes qui a priori n'ont rien à voir, et qui pourtant sont des textes qui ouvrent des questions, avec des réponses dans le second cas qui n'existent pas pour le premier cas pour l'instant. Par exemple, la circulaire la plus connue de Jean Zé, c'est celle qui se termine, vous l'avez à droite, les écoles doivent rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. C'est une circulaire qu'on ressort depuis une vingtaine d'années, très clairement, pour dire que l'école républicaine, lorsqu'elle était bien conçue, bien pensée, c'est un sanctuaire dans lequel, évidemment, toutes les idées externes... Alors, le problème, c'est qu'est-ce que vous appelez les idées externes ? C'est la laïcité, etc. Alors, toujours pareil, au passé de répondre. Pour Jean Zé, la question n'est pas du tout la question laïque sur cette circulaire-là. Sa question, c'est les ligues d'extrême droite. Le problème, c'est que les ligues ont été interdites et qu'il y a toute une série de propagandes aux alentours des lycées, parisiens en particulier, que les proviseurs font remonter. Et donc ces propagandes, elles aboutissent au fait qu'il y a un trouble dans les lycées et que surtout, le gouvernement de Front populaire de Jean Zé veut absolument
Léon Blum a failli se faire lyncher quand même, ou va faillir se faire lyncher, veut lutter contre cette extrême droite vigoureusement. Et donc, on interdit quoi? En fait, c'était des badges, qui étaient des badges Croix de Feu, des badges JP, Jeunesse Patriotique, etc., ou des buvards de promotion, enfin de promotion de propagande, on dirait. Et ça, voilà pourquoi les écoles doivent rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qui précède. Pourquoi, en particulier, ne faut-il pas que dans l'école républicaine, qui cette fois-ci sont les lycées, vous voyez, on est passé au secondaire, on n'est plus dans les écoles primaires, c'est pas les crucifix dans les écoles qui sont importantes pour cette société-là, c'est ce qui se passe dans les lycées ou aux abords des lycées. Et regardez, tout a été fait ces dernières années pour mettre à la portée de ceux qui s'en montrent dignes les moyens de s'élever intellectuellement. Il convient qu'une expérience d'un si puissant intérêt social se développe dans la sérénité. Donc l'interdiction des signes, c'est pour permettre la popularisation des savoirs, la démocratisation sociale de l'enseignement secondaire. C'est ça le cœur de ce texte. Alors après, bon, il a été utilisé de mille et une façons, je n'y reviendrai pas. De la même façon, inquiétude du corps national, débat en particulier au Conseil municipal de Paris de l'époque, sur le fait qu'il faut arrêter de donner autant d'argent aux populations étrangères, à leurs enfants en particulier. Et donc il y a des députés, des conseillers municipaux de Paris, dont Louis Darquier de Pellepoix, qui demandent à ce qu'on arrête de fournir de donner aux enfants étrangers les fournitures gratuites dans les écoles. Et évidemment, le ministère s'en saisit. Et que répond Jean Zay, que répond toute l'institution? La scolarisation des enfants étrangers est inscrite dans la loi d'obligation, d'abord. Et c'est pas un hasard, donc, si en plus de filles et garçons, il y a étrangers et français, c'est dans l'obligation scolaire de la République. L'école républicaine, c'est une école qui s'honore et s'oblige à scolariser tous les enfants sur son territoire. 1936. Et cette charte-là, qui est reposée, eh bien, d'abord, il n'y a que 6,2% d'élèves étrangers dans les écoles publiques, et c'est en diminution. Mais regardez, les rapports indiquent que les enfants se naturalisent souvent, et les inspecteurs d'académie sont d'accord pour marquer l'action efficace, etc. Donc, l'école républicaine, c'est aussi un endroit avec des questions qui s'ouvrent. C'est pas pour ça que les réponses sont là, et qu'elles sont invariables, c'est autre chose. Mais oui, c'est notre école républicaine, bien entendu. De la même façon, la fin du programme en 1938. Alors, je voudrais finir donc mon propos, puisqu'il me reste environ 10 minutes, si j'ai bien regardé. Ah, c'est parce que j'avais un train en retard. Une habileté qui se voit trop. Donc, je vais finir sur une seule image. Dans Georges Perec, dans une partie de son œuvre, il y a l'expression d'une anthologie prémonitoire, non pas de l'école républicaine. Il ne s'occupe pas de l'école républicaine dans ce texte-là. C'est-à-dire le fait que un de ces personnages, dans la ville du Havre, trouve dans la bibliothèque des parents de son ami un livre dans lequel il y a des passages qu'il reconnaît de Mallarmé, de Victor Hugo, etc. Sauf que lorsqu'il va regarder la date de cet ouvrage, il est préalable au texte de Hugo, de Mallarmé, etc. Donc, dit-il, j'étais en présence d'une anthologie prémonitoire de la littérature française. Alors, lorsqu'on regarde l'école républicaine de la génération Ferry ou de la génération Jean Zay, est-ce qu'on est en présence d'une anthologie prémonitoire de l'école républicaine? Autrement dit, comment est-ce qu'on pourrait, à partir de ce passé-là, parce qu'au bout du bout, c'est la meilleure fonction sociale des historiennes et des historiens, dans le meilleur des cas, c'est d'arriver à faire que, par ce qu'on a compris du passé avec nos questions du présent, on arrive un petit peu à défataliser le futur et dire il y a des futurs possibles. La preuve, cette école de Jules Ferry à laquelle on attribue certaines des vertus ou des défauts de l'école de Jean Zay, elle s'est elle-même changée. Et elle a bougé. Alors, que garder de cette histoire de la naissance de l'école républicaine? J'avais relevé 4-5 éléments, mais peut-être surgiront-ils au moins des questions. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que il y a déjà, dans le propos du ministre, regardez les défauts du système actuel. L'enseignement ne fait pas une place suffisante à l'enseignement civique. Jean Zay écrit ça, il est en prison. Deuxième, petit b, malgré les apparences, malgré le régime des bourses, les enfants des milieux populaires n'ont pas le moyen de s'élever, même s'ils sont exceptionnellement doués. Donc ce ministre,
qui est un fervent du progrès social, ça n'empêche pas d'être un homme critique, évidemment, du système, et que c'est une vertu de l'école républicaine, on l'espère, mais des républicains en général, de promouvoir un système politique autocritique. Mais autocritique signifie pas qu'il faille aller dans le sens d'un relativisme. La culture générale est trop négligée, nous dit-il, et on se fait des choses de l'intelligence une conception trop intellectuelle. Mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est conjuguer l'humanisme libéral et ce qu'il appelle le jacobinisme patriotique. C'est-à-dire que de son point de vue, il n'y a pas d'école républicaine si, comme depuis la génération Ferry, c'est pas une école porteuse de valeurs, de démocratie au sens de l'égalité des droits politiques, soutenue et même garantie par une recherche de l'égalité des droits sociaux. Je vous remercie pour la qualité de votre attention. Merci beaucoup, Olivier Loub. Et donc, effectivement, on a une dizaine de minutes à peine pour prendre quelques questions. Ça peut être des questions des autres salles. Vous avez le numéro qui s'affiche. Alors, il y a une question là. Merci. Bonsoir, merci pour cet exposé, plein d'enseignements. Je voulais savoir, au début de l'école républicaine, qu'en était-il des matières enseignées? Est-ce que c'était vraiment que les fondamentaux, lire, écrire, compter? Ou est-ce qu'il y avait, moi j'ai connu les leçons de choses, la morale, la géographie, etc. Et deuxièmement, comme on n'avait pas les moyens actuels d'uniformiser tout ça, comment on faisait pour arriver à homogénéiser les programmes sur toute la France? Et peut-être, point d'interrogation, y avait-il aussi une tentative d'homogénéiser les méthodes d'enseignement? Ou pas? Chacun faisait-il comme il pouvait? Voilà, ça fait un beau continent de réponses. Mais allons à l'essentiel. D'abord, la première question portait sur les matières. Est-ce qu'elles étaient multiples ou... Effectivement, au cœur de cet enseignement, il y a l'enseignement du français, c'est incontestable, et aussi des mathématiques. Mais bien voir que dès le début, l'histoire, la géographie, parce qu'elles sont nationales, sont mises aussi sur les programmes, et qu'en fait, cette idée-là, elle vient déjà de Victor Duruy, j'en avais parlé, c'est-à-dire qu'au fond, l'école républicaine de Jules Ferry n'a jamais été une école simplement de fondamentaux, et que même dans ces fondamentaux, qui sont essentiels, les maîtres et les maîtresses les partagent, il y a l'occasion de faire passer autre chose que la matière qu'on enseigne. Par exemple, on peut faire tout à fait des mathématiques, et moi j'ai trouvé de nombreux exercices au Musée national de l'éducation à Rouen, dans les cahiers d'élèves, où on va, après la Première Guerre mondiale, pour apprendre le périmètre, les superficies, etc., faire mesurer la dimension du monument aux morts, et de voir dans l'exercice de calcul combien il faudrait, si c'est sur une épaisseur de 5 cm une fois qu'on a mesuré la superficie, combien faudrait-il de volume de gravier pour pouvoir, etc. Oui. Donc, de fait, même si vous enseignez les fondamentaux, vous pouvez tout à fait impulser. Et par exemple, dans les leçons de composition française, c'était ce mot si cher à Mona Ozouf et à nous tous, avant la Première Guerre mondiale, vous avez la plupart du temps, on fait faire des compositions françaises à partir de gravures. Donc on va donner par exemple, pour apprendre à composer un texte cohérent à partir de gravures, on va mettre Vercingétorix, rendant les armes à César. Ouais. Et après la guerre de 14-18, ça va être la Basse-Cour, qui existait déjà, mais qui va chasser quand même, donc en quelque sorte, le coq de moins en moins gaulois qui chasse Vercingétorix du champ de l'enseignement. Alors, pour ce qui est de l'enseignement, je finis par là ce premier temps de questions, l'histoire n'a jamais excédé 10% du temps scolaire à l'école primaire d'avant, même jusqu'aux années 1950. C'est 10% seulement. C'est pour ça que quand on fait une histoire de l'enseignement où on va tout faire à partir de l'émission, c'est-à-dire à partir uniquement de l'étude des manuels, on est à peu près sûr de passer à côté de beaucoup de choses, malgré tout. Et je viens de vous le démontrer d'ailleurs, puisque je vous ai montré des manuels. Je ne me félicite pas. Alors, une question par rapport au film de tout à l'heure, Louise Violet. Le film montre toutes les résistances qu'il y a pu y avoir à la mise en place
de l'école républicaine au tout début, en fait. Hein. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Dans quelle mesure ces résistances ont été fortes? Sur quelle période cette tension-là a duré? L'acceptation de l'école républicaine va dépendre alors vraiment des lieux, pour le dire comme ça. On peut même presque suivre une carte électorale pour voir les difficultés. Les lieux, c'est deux choses. C'est à la fois la carte politique, mais c'est aussi la carte des occupations sociales premières, pour le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il est plus facile, d'une certaine façon, d'être institutrice dans un quartier d'une ville qui a voté Ratsok en 48, etc., enfin bon, qui a un rapport à la République, qui est un rapport positif, que dans une petite ville de l'Ouest, pour le dire comme ça, hein, où vous débarquez avec la certitude d'avoir face à vous des parents d'élèves, mais bien construits par les autorités locales, hein, parce qu'il n'y a pas que le curé, mais il y a aussi le maire local, etc., qui voit arriver ces intellectuels au village, porteurs d'un discours qui est différent, nécessairement justement sur ce qu'est le progrès, par exemple, dans les études ou dans le savoir. Et va se rajouter à ça aussi le fait que, concernant les femmes, et on va le voir certainement, ma grand-mère m'en a eu parlé beaucoup, il y a une interrogation en fait sur la moralité aussi, hein. Ce qui va d'ailleurs créer une forme, à contrario, de surmoralité dans les écoles normales d'institutrices. Je peux vous dire que c'était pas, hein, ce sont des endroits dans lesquels les règlements intérieurs et la façon de tenir les élèves étaient fortes. Et par ailleurs, troisième élément, il y avait parfois au contraire un accueil très favorable, mais qui pouvait être très intéressé, du type, en tout cas dans les hauts cantons de l'Hérault, ça existait, arrive une fonctionnaire d'État avec un salaire mensuel, qui n'est pas mariée. Malgré tout, il y a là quelque chose qui est de l'ordre d'une possibilité souriante, enfin au sens de... Oui, parce que c'est dur la terre. Enfin, c'est pas non plus, je dis pas ça comme simplement une affaire d'opportunisme, mais donc ces jeunes femmes en particulier, qui sont, si elles ne sont pas mariées, elles le sont parfois, mais rarement, et qui vont... Et comme tout début de carrière à cette époque-là, vous n'avez pas Montpellier ou Béziers, hein. Vous allez dans les hauts cantons d'Olargues, vous allez dans les Landes profondes, pour parler comme ça, et vous êtes jeune, etc. Et là, le contraste est fort. Alors quand est-ce que ça se résout? C'était la question quand même. Oui, tout à fait. Ça se résout, ou en tout cas, dans l'entre-deux-guerres, on a un apogée, incontestablement, même s'il y a encore des résistants. Un apogée d'abord parce que la plupart de ces instituteurs et institutrices sortent des écoles normales primaires. C'est pas le cas avant. Hein. C'est pas le cas avant, il n'y en a pas assez. En nombre, il n'y a pas... Et donc, là, on a un apogée. Et donc, il y a une culture aussi, et des formes de solidarité. Les anciennes des écoles normales, etc. Enfin, c'est pas non plus... Il ne faut pas voir ça dans un monde enchanteur, mais ça existe. Puis, il y a une très forte syndicalisation aussi, hein, de ces personnels-là. Et donc, il y a des brochures qui circulent. Donc, je pense qu'elles se sentent moins isolées, mais enfin, il y a énormément de récits qui démontrent cet isolement. Et ça marche mieux, pourquoi? Parce que comme pour l'acceptation de l'école, à Mazières-en-Gâtine, c'est dans les Deux-Sèvres. Ouais, c'est dans les Deux-Sèvres. Il fait ensuite son école primaire supérieure à Parthenay, donc c'est vraiment ce terroir-là. L'école est acceptée à la fin du 19e siècle. De la même façon, le nouveau personnel, si je puis dire, républicain, il va falloir 2 générations, très probablement. Oui, donc c'est assez long quand même. Hein. Assez long. C'est très long. Alors, le temps passe. Une question d'une autre salle, très courte, réponse courte, s'il te plaît. Ouais. Quand est-on passé de l'instruction publique à l'éducation nationale? C'est 1934, le changement du nom du ministère, et pourtant le Conseil supérieur va garder le nom d'instruction publique. Mais le nom change à ce moment-là. L'idée, c'est d'unifier autour de ce ministère à peu près tous les types d'enseignements qui peuvent exister, et donc de les faire nationaux. Mais voilà. Merci. C'est Anatole de Monzy. Alors, une dernière question à Pessac. Alors, une dernière question, mais d'une autre salle. L'école de Marcel Pagnol est-elle mythifiée?
par Marcel Pagnol lui-même d'abord, mais derrière le mythe, voilà, ce que j'ai essayé de dire au tout début, c'est pas parce que lui-même la mythifie qu'elle est fausse pleinement. Ce qui est très intéressant avec le parcours de Pagnol, c'est son grand-père, son père et lui. Et là, pour le coup, ce qui est mythifié, c'est que vous avez quelqu'un qui est un ouvrier au départ, carrier, et avec petit-fils qui va être académicien, et qui va donc réaliser le parcours qu'on connaît. Donc c'est le succès exemplaire de l'école républicaine, avec, entre les deux, l'intercesseur vers les hautes sphères, c'est l'instituteur. Donc il est à sa place parfaite. Mais c'est pas pour ça que ça n'a pas existé. Et par ailleurs, dans Pagnol, il raconte des choses, quand on le lit vraiment, et il parle d'un vieux compagnon de son père, disant « Je suis assez content parce que j'ai enseigné dans les quartiers, il dit pas les quartiers nord, mais à Marseille, et je n'ai eu que 5 condamnés à mort parmi mes élèves. » Donc, on peut lire aussi, y compris Pagnol, et d'ailleurs Pagnol n'est pas que doux, tendre, provençal et fleuri. Hein. Il n'y a qu'à voir Les Marchands de gloire, enfin, il y a des textes beaucoup plus forts. Merci beaucoup Olivier Loub. Merci. Merci à vous, merci de votre attention.